Aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et comme d'habitude à mes côtés... C'est Fred, salut Xavier, salut à tous les auditeurs, comment ça va ? Exactement, bah écoute, nous ça roule hein Fred, pas mal de bonnes choses et puis ça fait du bien de reprendre un numéro. Bah ouais, les numéros s'enchaînent on espère pour vous et pour nous aussi, et c'est cool de se voir avant l'épisode 50. C'est ça, c'est bientôt le 50e, ce qui est assez incroyable. Par plaisir, et j'y pense beaucoup ces temps-ci, quand même, on est épisode 49, Fred, et je me dis, depuis que j'ai lancé ce projet, cette idée, j'aurais aimé faire tellement plus d'épisodes, mais bon, c'est comme ça, je peux pas en faire carrière, mais peut-être que pour l'épisode 50, je vais lancer un Patreon. Et en gros, si certains de vous ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer juste rapidement. Un Patreon, en fait, c'est vous, nos auditeurs, qui devenez nos patrons. Fred, ce que je pense faire, c'est nous ouvrir une page Patreon. Et donc, notre but, est, en tant que vos clients et chers auditeurs, c'est de produire au moins minimum un épisode par mois. Et voilà, vous devenez nos patrons en nous payant en fait mensuellement. Vous décidez de la somme que vous voulez, et ce qu'on fera, c'est qu'on organisera des paliers par rapport à ce que vous payez comme somme. Donc ça peut aller d'une petite somme, juste pour votre générosité et notre aide, qu'avec Fred on appréciera énormément, et d'ailleurs, l'argent qui ira là-dessus sera dédié au podcast, et qui nous aidera justement à enrichir, à acheter les livres qui nous manquent. Bien sûr, c'est des livres qu'on discutera sur l'émission, et ça sera des bons marchés, des pas chers. Et puis après, ça peut être d'autres paliers, avoir des invités surprises, venir discuter avec nous sur le podcast, qu'on enregistrera comme émission de table ronde. Jusqu'à, voilà, si vous avez vos petits segments et vous voulez discuter et partager aussi, ben ça nous fera plaisir. Bref, tout ça c'est du work in progress. Donc on en discutera davantage, mais je pense que ça serait peut-être le moment de voir ce qu'on peut faire. Après, ça revient toujours à ce que je disais juste au début, c'est très difficile avec Fred, voilà, de produire plus d'un épisode par mois. Ce n'est pas notre métier, donc hélas, on ne peut pas. Mais c'est quelque chose qu'on aime faire, et donc voilà, on essaye quand même, je sais que des fois on est un peu mou sur les mois, mais on essaye quand même de vous garantir au moins une émission par mois sur un sujet sur les livres dont vous êtes le héros ou l'univers de la pop culture qui entoure ces livres. Yo Fred, qu'est-ce que t'en penses de tout cela ? Bien dit. On laisse faire, on verra ce que ça donne, mais voilà, pour l'épisode 50, ce serait pas mal. Fred, qu'est-ce qu'on a comme idée pour l'épisode 50 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Du spoil, bah je sais pas, peut-être qu'on pourrait lancer des idées à nos auditeurs, si on en a, oui, on en a. Ouais. On a quelques projets en tête, mais après à voir, parce que voilà, on vous dit la vérité, on n'a pas vraiment prévu quelque chose d'incroyable pour l'épisode 50. Mais ce que je pensais faire, c'était juste en fait, c'était d'inviter la plupart des présentateurs du podcast, et voilà, on peut discuter un petit peu de nos meilleurs moments préférés, c'est de faire un peu un épisode autour du podcast dont vous êtes le héros. Je sais, c'est pas... Comment dire ? Ça veut pas tourner plus autour des livres, mais c'est plus autour de notre histoire en fait, autour du podcast dont vous êtes le héros, les expériences, tout ce qui s'est passé, les bons moments, et puis même les mauvais, où c'était un peu la panique, les choses que nos auditeurs ne savent pas derrière les numéros. Et voilà, donc les choses qu'on aime bien, quoi. On s'est bien amusé, il y a toujours eu des histoires incroyables autour du podcast, l'organisation des épisodes, et voilà, comment on en arrive justement à vous produire une émission. C'est bien dit. C'est tout ? T'as rien d'autre à dire, toi ? Je sais pas, j'étais pas sûr que t'es terminé, en fait. Oh, bah pardon, excuse-moi, ouais, je la ferme, vas-y, raconte ce que tu veux. Non, bah ok, bah on verra ça pour l'épisode 50. Mais sinon, donc là, on en est à l'épisode 49. Et pour ceux qui connaissent un peu l'historique du podcast, en fait, on va reparler d'une œuvre qu'on a déjà faite, parce qu'en fait, on voudrait faire la suite. Alors comme Xav, je sais que c'est ta série préférée, tu nous balances la sauce. Ouais, exactement, auditeur. Alors,
podcast, je sais, un peu répétitif, mais attention, nouvelle expérience, car c'est la première fois pour Fred. Et comme j'aime bien dire, comme aimait dire justement un écrivain de BD, de comics américain, chaque nouveau numéro, c'est le premier numéro pour quelqu'un. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons discuter de Sorcellerie, premier volume, et les Collines Maléfiques. Et Fred, ce fut ta première expérience avec Sorcellerie ? Ouais, première expérience avec Sorcellerie que donc, je connaissais parce que les couvertures elles sont magnifiques, mais j'avais pas fait l'aventure et j'avoue j'ai eu un gros brin de nostalgie. Je me suis retrouvé dans les années 80 et ça m'a fait vraiment plaisir et pour le coup la bonne nostalgie quoi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses dans ce livre et notamment dans sa représentation graphique avec John Blanche quoi. C'était moi, ça m'a fait, il y a beaucoup de clins d'œil qui m'ont fait penser à autre chose. Et ouais, c'était un petit peu à retrouver un peu de mon adolescence. Donc ouais, là, pour le coup, c'est un livre, il est café tilt, parce que de ce côté-là. Donc c'était cool. C'était cool. Ouais, c'est un livre, oui, très emblématique, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il, comme un très bon vin, prend plus en plus de goût chaque année. Steve Jackson nous a vraiment pondu une saga de 4 livres fantastiques. On peut même dire 4,5 livres, auditeurs français, si vous ne le savez ou pas. En fait, les éditions anglaises ont un 5e volume, mais c'est pas vraiment un 5e. C'est plus en fait le livre des sorts. Et Fred, ce petit livre, il est magnifique parce que il est illustré en fait comme le grimoire des sorts. Et sur chaque page, la page de gauche, c'est une illustration, et la page de droite, c'est le sort à 3 lettres avec une courte description. Et donc on peut s'imaginer justement sur la route, si on prend la voix du magicien, mais pourquoi est-ce qu'on prend la voix du guerrier, hein, quand on joue à Sorcellerie ? Je me demande si quelqu'un prend le guerrier, c'est à part si t'as 10 ans et que t'aimes vraiment Conan, mais sinon non, je pense que l'aventure elle se joue en tant que magicien, quoi. Elle est faite pour ça. Si on peut refléter là-dessus, je trouve en fait, et c'est mon appréhension en fait après avoir joué à Sorcellerie tellement de fois, je trouve en fait que choisir la voie du guerrier en fait c'est de jouer au jeu en version facile, parce que justement on utilise la force brute, on perd tout le côté avantageux d'utiliser certains sorts, mais je trouve qu'on gagne en facilité. Après, bien sûr, l'aventure est faite pour être jouée dans la voie du mage. Surtout comment les sorts influencent l'aventure, la trajectoire de nos actes et notre destin. Donc c'est quand même plus intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que, encore une fois, Steve Jackson nous laisse le choix comment on veut vivre cette aventure. Et comme tu l'as dit, Fred, voilà, l'illustrateur, ce maître vraiment comment dire, du Games Workshop, de l'univers de White Dwarf, le créateur visuel du monde de Sorcellerie, John Blanche, que toi, Fred, tu connais très bien, hein, vu que tu faisais partie des premiers à jouer à Warhammer. À l'époque, c'est lui qui faisait la plupart du artwork. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a joué à la Warhammer, la V2 en française, et c'est lui qui a fait tout l'artwork, et c'est pour ça que j'ai eu plein de clins d'œil, parce qu'il y a beaucoup les petits dessins, je sais plus comment ça s'appelle dans le bouquin, là. Il y a des lunes, il y a des têtes de green dans des soleils noirs, tout ça, et tout ça, c'est une iconographie qui est représentée après chez les orques, en fait. Mm-hmm. Et comme moi, j'ai joué les orques, donc oui, la lune, c'était les Bad Moon, la tête de green, c'était, tu vois, donc c'était comment il s'appelait, bon, bref. Moi j'appelle ça des petites illustrations. Je sais que... pardon, dis-moi. Non, ils s'appelaient les Evil Sons, ceux qui étaient les motards avec la tête d'ogre, ça me revient. Ah ouais. Et ces illustrations, en fait, dans les livres, moi, je les appelle souvent des illustrations d'ambiance. Parce que, bien sûr, elles ne servent qu'à à créer de l'ambiance, je trouve, sur les pages, à remplir un peu le livre avec des petites illustrations. C'est pas toujours elles sont super, celles du bouquin. Il y a une petite dague, il y a une espèce de serpent qui se mord la queue, il y a la tête de green dans le soleil noir à 8 branches. Le robot. Ouais, le robot, ouais, elles sont vraiment sympas, toutes diversifiées. Alors, après, bon, les illustrations sont tout simplement, on est un peu fan, donc on va dire génial, mais alors les perspectives, tous les petits traits, et je sais pas si t'as vu, alors moi, il y a un dessin qui m'a fait rire, c'est comment on rentre dans une auberge, il y en a pas mal dans le jeu, et cette fois-ci, il y a un dessin, et on peut parler à un vieillard ou un jeune, et t'as le dessin de l'auberge, et franchement, moi, ça m'a fait penser, tu sais, aux esquisses de Léonard de Vinci, quand il faisait les têtes de
fous mentaux ou ceux qui avaient des têtes bizarres. Et c'était vraiment il a fait des têtes avec des faciès, c'est pas encourageant, quoi. Et c'est ça, tous les dessins, ils sont un peu tordus, mais c'est le style de John Blanche, et franchement, ouais, c'était vraiment super, quoi. Ouais, il y a quelque chose de magique, et je pense, si on peut analyser un petit peu ce ressenti, en fait, cette émotion qu'on a, pourquoi ça nous fait penser aux années 80 ? Pourquoi est-ce quand on lit Sorcellerie, surtout nous, génération X, et peut-être les plus jeunes des milléniums, je pense, Fred, c'est parce que mi-années 80, fin années 80, il y avait un style de cinéma qui existe un peu, qui se réalise de moins en moins, c'est depuis les années 2000, c'est la dark fantasy, donc la fantasy sombre, la fantasy obscure, et Krull, légende, tout ça. Exactement, légende, Krull, l'histoire sans fin. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Il y a pas un petit dernier là ? Je sais qu'il y en a plein, c'est juste que bien sûr on est en train de on est en train de s'épuiser d'idées rapidement. Mais voilà, pour ceux qui Willow, parfait, merci Fred. Qu'est-ce que c'est ? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dark fantasy, le dark fantasy en fait c'est le thème de l'heroic fantasy mais avec du dark, et le dark je pense que c'est une grosse cuillère à soupe d'ambiance cauchemardesque gothique. Donc ça nous donne des films avec une ambiance d'heroic fantasy mais avec un thème de danger permanent, où justement le danger c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir parce que ça sort tout droit de l'imaginaire. Et des séquences fantastiques de ce genre-là, je trouve qu'ils sont emblématiques à ce que représente la dark fantasy. C'est par exemple dans le film Légende, donc de Ridley Scott avec le jeune Tom Cruise et notre excellent démon interprété par Tim Curry. Une séquence qui fait vraiment dark fantasy, Fred, c'est l'atelier de tarte de nains des ogres. Alors quand Tom Cruise et les nains se retrouvent enfermés en prison, on voit d'énormes tartes qui sont confites, fabriquées, et on sait que bien sûr ils vont utiliser Cruise et ses amis pour les fabriquer. Mais quand on est gamin, on s'y attend pas trop parce que ce sont ce qu'on appelle des tropes. Des tropes en fait, c'est des habitudes cinématographiques de l'écriture qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, le grand méchant qui raconte son plan avant de se faire assassiner à la fin d'un film. Bref, il y en a tellement. Et on s'y attend pas encore. Et une fois qu'on voit que l'intérieur des tartes, ce sont en fait ses amis ou d'autres bonnes personnes, en fait, ça crée ce côté un peu vraiment Eldritch. Quelque chose d'horrible, comme quoi ces tartes sont remplies d'êtres de chair, et ça crée cette ambiance justement où on s'y attend pas. Je trouve que c'est vraiment un très beau mélange du côté body horror en fait, un petit peu comme un tableau de Max Ernst. Et on retrouve ça aussi dans l'histoire sans fin. Et là, un moment qui fait très dark fantasy, je pense, c'est quand le Atreus, c'est ça, et Atreus, merci, et son cheval, comment il s'appelle déjà ? Oui, dans le marais, là. Ouais, exactement, le marais, où tu meurs dans le marais, et c'est de la boue sable mouvante. Tu meurs si tu deviens dépressif. Et son cheval, le héros, parce que le cheval, malgré qu'il ne parle pas, il a quand même une très forte présence sur l'écran, ça devient même son personnage, son sidekick, est tellement dépressif qu'il finit justement par se laisser mourir dans le marécage. Et c'est une séquence très très lente, et quand t'es jeune, Fred, ça te choque. Ah, horrible, c'est un des pires souvenirs de mon enfance. Merde, désolé de la nostalgie. Attends, mais j'ai regardé, j'étais en maternelle, quoi, l'histoire sans fin. Donc, c'est fort, c'est quelque chose de très très fort. C'est comme l'apparition du loup quand il est en train de lire le livre. Oh là là, tu flippes le loup. Mais c'est tombé, ce film-là, c'est début des années 80, les effets spéciaux, ils sont pas géniaux, mais je le regarde encore, je te jure, j'ai pratiquement les mêmes sensations qu'à l'époque, tellement il m'a marqué ce truc. Non, la nostalgie, c'est un pouvoir très 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 puissant, et je trouve que justement les livres sorcellerie, tous les 4 longs, et ceux qui ont grandi avec cet univers-là et qui aiment les livres dans les ateliers héros, ce livre, c'est peut-être l'une des raisons pourquoi je suis tellement attaché à cette saga. C'est que quand je l'ouvre et je lis, non seulement c'est une histoire que j'aime bien, c'est un écrivain que j'aime beaucoup et des illustrations que je trouve vraiment magnifiques, mais ce livre produit cette sensation en fait de dark fantasy. Après, Fred,
pour conclure là-dessus, un film moderne qui a quelques années maintenant, mais qui ne date pas des années 80, qui était Dark Fantasy. Je sais pas si t'as vu, ça s'appelait, c'était l'adaptation d'un livre pour adolescents, qui s'intitule Les coureurs du labyrinthe. Ça te dit quelque chose, Fred? Ah, le labyrinthe? Ah non, mais c'était pas bien, ça. Bon, ok. Moi, j'avais bien aimé le premier. Je trouvais que on a commencé à regarder le troisième, et le deuxième, j'ai trouvé très très mou. J'ai trouvé en fait ce même style, ce même effort d'écriture de Dark Fantasy. On se retrouve vraiment dans un univers fantastique avec justement quelque chose, comment dire, je sais pas si on peut le définir comme un cauchemar réaliste, un cauchemar réel, un cauchemar physique. Ça peut se dire ça? Cauchemar physique. Bah, je sais pas. Moi, j'ai vu que le premier et le deuxième. Non, mais je trouve que, je sais pas, il y a une espèce de pitch qui fonctionne pas, je trouve. Moi, Ok. Non, ça a pas soulevé les foules, je pense. Ah, mais on en a rien à foutre que ça t'ait plu ou pas. Ouais, c'est vrai, en fait. Ça Ça y est, ça commence. Ok, ça commence. Ça a commencé il y a bien longtemps, c'est juste que maintenant tu te rends compte. Et bam. Donc, pour discuter aussi, et même dans les niveaux de la BD, Richard Corben, Fred, que tu connais bien, je trouve que c'est un maître aussi de la Dark Fantasy. Ouais, fait plaisir. Donc voilà, les auditeurs, c'est un univers qu'avec Fred on aime beaucoup, qui nous a bercé et qui nous a plu. Et on n'a pas parlé de Dark Crystal, qui est aussi très Dark Fantasy. Mais putain, mais t'étais où il y a 10 minutes, quoi? C'est celui-ci que tu cherchais, c'est ça? Il y en a tellement, mais oui, Dark Crystal, bien sûr. Dark Crystal, un magnifique film de papeterie, j'allais dire, mais ça c'est américain comme mot. Ce sont des marionnettes. Oui, magnifique marionnette du studio de Jim Henson, qui d'ailleurs, Fred, est ressorti récemment, version Blu-ray, retravaillée, et je crois que la pellicule 35 a été adaptée en 4K, avec remasterisation du son. Donc pour les aficionados du cinéma, voilà, si vous voulez vous procurer un magnifique film de Dark Fantasy, vous avez une super version Blu-ray. Et vous ne savez quoi, on touche même pas de l'argent en disant cela. C'est tout, hein. Parce que, bref. On touche. Hey, bah voilà, donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et voilà, on espère à vous aussi, les auditeurs, parce que je sais que beaucoup de fans, d'aficionados des livres dont vous êtes le héros aiment justement cet univers de Dark Fantasy. Yo, Fred, avant qu'on se lance dans le monde, bien sûr, le nom a bien vieilli, mais il garde son charme, le monde d'Analand. Ouais. Alors, j'ai remarqué que le titre anglais n'était pas le même que le titre français, d'ailleurs, du PDF, et je me demande pourquoi ils ont changé. Parce que le titre anglais... Attends 2 secondes. Mm-hmm. Je te laisse. Je le connais, hein. C'est juste que... Ah bon? Oui. Ouais, donc le titre anglais, c'est The Shamutanti Hills. C'est ça, The Shamutanti Hills. Ouais. Parce que justement, les collines, si on regarde la carte, ça s'appelle les collines de Shamutanti. Et en français... Tu me parles d'une carte, mais justement, je trouve qu'il n'y a pas de carte dans ce bouquin, et ça manque, justement. Qu'est-ce que tu parles? Il y a une excellente carte. T'es fou, toi? T'es drogué ou quoi? Bah non, je suis pas drogué, mais j'ai pas de carte dans mon bouquin. Non. T'es drogué 100%, là? Non, moi j'ai pas de carte dans la version que j'ai eue. Attends. Je regarde la version que t'as. Ah bah merde, c'est bien triste parce qu'en effet, ils ont enlevé la carte dans ta version. Bah c'est dommageable. Bah oui, parce que les collines de Shamutanti, c'est la première phase du voyage avant Carré, la cité des pièges. Et depuis qu'on sort du monde d'Analand, par la porte de Cantopani, c'est la première zone. Fred, t'inquiète, je vais te filer la carte, comme ça tu vas t'en prendre plein la gueule. Et les auditeurs, c'est parfait parce qu'on va avoir la réaction de Fred à voir cette magnifique carte de John Blanche. T'es chaud, Fred? Je vais te la balancer là. On va avoir ta réaction en live. Je will be right. Écoute, prépare-toi. Voici la carte de l'aventure, de la première zone. Ah ouais, elle est géniale, en plus elle est en couleur et tout. Non, ça c'est la version... On va faire une chose à la fois. Voilà la carte. Donc, cette version
illustré, coloré avec en relief, vient de l'application du studio Inkle, du développeur Inkle, qui a donc, je crois qu'il y a 2 ans, adapté la saga Sorcellerie, les 4 volumes en application iPad, qui sont d'ailleurs très très bons. Et je te le conseille, si tu veux, pour le volume 2, de le faire par application. Les textes sont toujours d'origine, par contre il y a eu des changements sur le système de combat, l'utilisation de sorts a été un petit peu simplifiée, comme ça on compte un peu moins sur la mémoire, et un peu plus en fait sur l'identification des 3 lettres, et la sauvegarde se transmet d'un volume à l'autre, donc ça évite la tricherie, mais ça aide aussi à se souvenir des possibilités de cheminement qu'on aurait peut-être oubliées. Voilà, donc excellente application d'Inkle. Fred, avant de rentrer dans l'univers de sorcellerie, je te propose que l'on s'écoute un morceau. Qu'en dis-tu ? Je suis toujours open pour ça. Ok, écoutons-nous un morceau, oui. Alors on va se mettre dans l'ambiance. Il faut qu'on aille voler une relique dans un musée qui justement vole ces reliques qui permettent aux gens d'avoir des rêves. Et là, les gens, justement, tous les soirs, vivent des cauchemars. Et donc c'est à nous, les aventuriers de la nuit, de rentrer dans ce musée, de récupérer ces reliques et de les rendre au peuple. On enfile nos armures, toi tu prends ton épée à 2 mains, moi je prends mon arc. On s'infiltre par le toit et on prépare notre expo de nuit. On s'écoute Night Expo du groupe The OCs. Fred, je te dis à toutes. À toutes. Prépare ton épée. Sorcellerie, volume 1, donc pour parler très rapidement de l'écrivain, parce que bien sûr c'est quelqu'un de très très connu sur ce podcast, Steve Jackson. Attention à ne pas confondre avec l'américain Steve Jackson, qui est le créateur de Steve Jackson Games, d'où l'un des produits les plus connus, c'est la saga des Munchkin, et puis par la suite on peut dire le système de jeu de rôle GURPS. Steve Jackson, le Britannique, fidèle chevalier et ami de Ian Livingstone. Steve Jackson est très connu aussi pour être l'un des co-créateurs avec Ian Livingstone des livres dont vous êtes le héros, mais c'était aussi quelqu'un de très connu pour la création du Games Workshop et aussi du magazine White Dwarf. Et puis Fred, nous avons aussi notre illustrateur, John Blanche, on en a parlé juste avant, et si tu peux nous dire rapidement un petit peu plus de John Blanche, Fred. C'est la légende vivante. Non, John Blanche, oui, c'est une référence
Bah, comme on disait, White Dwarf, tout ça, Warhammer, ils ont fait ça dure encore, donc il y a tout un univers où il a illustré, que c'était bien dans les jeux de rôle, dans le magazine, différents jeux de plateau, tout ça. Donc oui, pour ceux qui sont intéressés à la fantasy dans les années 80-90, vous en avez mangé du John Blanche, c'est sûr. Donc oui, bon, et puis vraiment, John Blanche, on le reconnaît au premier coup de crayon, donc c'est toujours intéressant chez un artiste qui laisse sa propre patte. Et oui, comme on disait, il a donné le caractère design de plein des elfes noirs, tout l'univers. Oui, donc la liste est trop longue, mais bon, vraiment, c'est un illustrateur référence encore. Et moi, j'adore toujours voir ses dessins. Et je me disais qu'en fait, en lisant le bouquin, donc qui est des débuts des années 80, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a repris après dans l'univers de 40 000. Je regarderai que le dessin nous, on fait partie d'une cité où il y a la garde à l'œil de lynx. Et le premier dessin qu'on voit, c'est le chef de l'armée avec un étendard. Et sur cet étendard-là, il y a une espèce de deuil. Et ce deuil-là, ça m'a fait penser à l'œil d'Horus dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc il y a beaucoup de trucs. Je pense qu'en fait, il travaillait déjà un peu à tout ça. Et tout ce travail qu'il avait fait avant dans le livre dont vous êtes le héros, ça a servi dans cet univers de Warhammer. Et ouais, et on voit bien que les mecs, ils se connaissaient bien en fait. John Blanche, Livingstone, Jackson, c'était. Ils sont copains comme cochons, et c'est bien quand des mecs comme ça ils se tirent la bourre et qu'ils arrivent à créer tout un univers. Et franchement, bah ouais, on leur doit beaucoup à ces gars-là parce qu'ils ont vraiment. Je regardais les dessins des petits elfes ou des gobelins ou le dessin de l'ogre qui concasse les pierres, et franchement, je retrouvais plein de notes de choses qui m'ont totalement marqué, qui sont encore des références, quoi. C'est hallucinant, quoi. Bon, bref, on va arrêter là les éloges. Ouais, je crois qu'on peut conclure même que John Blanche, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers duquel on parle, vous aurez peut-être déjà vu la classique représentation des Space Marines de Warhammer 40 000. Ces grands Goliaths avec ces énormes armures, mais surtout ce design de casque de soldat qui est très inoubliable, hein, Fred? Bah moi, j'avoue, c'est pas les Space Marines le caractère que je préfère. Moi, c'est les orques. Donc les orques, ils doivent beaucoup à John Blanche. Ouais, ils ont cette excellente représentation, ouais. Et puis voilà, pour conclure aussi, John Blanche, c'est aussi une de ses toiles, je crois, les plus connues, c'est celle des Sœurs de Bataille. Donc voilà, c'était un groupe, une armée très spécifique de Warhammer 40 000. Ouais. Mais il illustrait ces magnifiques fresques des Sœurs de Bataille, toujours avec des perspectives incroyables et du character design, je trouve, qui est très très emblématique, pour conclure ce qu'on disait plus tôt, de la dark fantasy. Ouais, ce qui était marrant avec John Blanche, c'est que bon, il y a beaucoup d'illustrateurs à White Dwarf, tout ça dans l'univers, mais en fait, lui, il faisait toujours les couvertures des codex et les couvertures des boîtes de jeux, donc ce qui était quand même symptomatique de son. Voilà, c'était lui le dessinateur numéro 1, quoi. Et si vous cherchez en ligne, vous essayez de trouver justement des photos de John Blanche, vous en trouverez pas mal, et vous verrez que même lui, il avait une dégaine un peu de métalleux, de biker quand il venait au taf. Cheveux noirs foncés, encre, avec barbe moustache de quelques mois. Voilà, il avait veste jean avec pas mal de pins et de badges, et quand il venait de dessiner au bureau, on peut le voir avec une clope au bec en train d'illustrer de magnifiques scènes de bataille sur des formats A3 ou même raisin. Assez impressionnant comme artiste. Parce que lui, il est parti vraiment de rien, vraiment créer des choses uniques qu'on n'avait jamais vues avant, et que les orques n'ont jamais été illustrés de la façon dont il nous les a représentés. C'était quelque chose d'assez spécifique. J'avais l'impression qu'il reprenait un petit peu l'inspiration, parce que bien sûr tout vient d'une inspiration, hein, dans l'art, mais il s'inspirait beaucoup de ce qu'on voit les dessins nordiques des golems, et aussi ceux des livres de Tolkien, comment ils représentaient les orques. Mais voilà, John Blanche nous a vraiment créé cette corpulence, ce physique, cette attitude visuelle d'un autre type d'orque, en fait, un orque qui était plus chaotique, quelque chose de beaucoup plus dangereux, et qui était moins en fait sur la présentation de la masse, mais plus sur le côté du chaos, et sur ce mélange en fait de la force brute et de l'idiotie. La bêtise, ouais. La bêtise, voilà. Il y a un dessin qui est marrant, moi j'ai regardé les dessins, c'est une scène que j'ai pas vue, à moi il nous dessine, si c'est un troll qui fait une garde autour d'une cabane là. Bon, moi j'avais réussi à passer. Il y a un dessin qui représente, en fait c'est marrant, ce qu'il a représenté que la trogne, la grosse trogne avec les boutons comme dans les dessins nordiques. Et moi je me souvenais de ces dessins là de trolls. Et après, des trolls, ils en ont fait plein dans l'univers de Warhammer, mais ça m'a fait marrer. Ouais. Comme tu dis, il est parti plutôt des représentations du nord de l'Europe, scandinave et tout ça, et c'est intéressant. Ouais.
de nouvelles références visuelles, hein, comme les Eldar, donc les elfes de l'espace, les Dark Eldar, les sœurs de bataille, comme on disait plus tôt. Ouais, puis tout l'univers gothique de Warhammer, là, l'espèce de tour avec les crânes volants, les tanks Space Marines avec des orgues et des crânes empalés sur les côtés qui servent de décoration. Tout ce côté, en fait. Cathédrale impériale, c'est lui, quoi. Ouais, des cathédrales sur roues, en fait. Et quand on joue à des jeux de plateau ou des jeux vidéo, maintenant modernes, comme il y a eu Deathwing qui est sorti récemment, la version Left 4 Dead de Space Hulk, on voit ces vaisseaux, en fait, qui s'appellent donc des Space Hulk, qui sont en fait des cathédrales volantes. L'architecture à l'intérieur du vaisseau sont comme des architectures de Notre-Dame, hein, ou de arc-voûtantes et icônes emblématiques de l'époque gothique germanique. En fait, les Space Marines, c'est un mélange entre l'Empire romain et l'Inquisition, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on voit leur nom, c'est Caius Deus, c'est des noms très très romains, hein, et même leur drapeau, les étendards. Hein. Et c'est marrant, Fred, mais ça me fait penser à un film qui je trouvais reprenait un peu ce style graphique, c'est Event Horizon. Tu te souviens de ce film ? Oui, que j'ai bien aimé, qui est un film d'horreur dans l'espace. Ouais, voilà. Et le vaisseau à l'intérieur, c'est comme une cathédrale. Il y a de la pierre à l'intérieur, des piliers, des arcs-boutants, des gargouilles au coin des bâtiments. Superbe film d'horreur avec Sam Neill, qui devient carrément fou, qui ouvre la boîte de Pandore, et un portail de l'enfer dans l'espace, dans un vaisseau. C'est pas comme si on n'était pas prévenu. Hein. C'est ça. Voilà. Ok, Fred, voilà, ça, on discute. Alors, pour ceux qui découvrent le podcast récemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur sorcellerie, parce que là, on va faire une version un peu plus, je veux pas dire rapide, mais un peu plus, avec moins de base de fondation, voilà, vous pouvez retrouver 2 précédents épisodes qui discutent des 2 premiers numéros. Et notre but ici avec Fred, voilà, c'est de reprendre les 2 premiers volumes pour faire ensemble, enfin, le 3e volume de Sorcellerie. Donc aujourd'hui, on va discuter de l'aventure de Fred et son ressenti, puis voilà, on va se balancer entre tous les 2 sujets de conversation pour discuter un petit peu de cette aventure et comment est assez épique elle est, hein, pour ce premier volume quand même, mais... attention, ce n'est pas fini parce que le 4e volume de Sorcellerie fait quand même, je crois, 2 fois la taille du premier volume, Fred. Donc elle est assez incroyable. C'est une saga qui a une très grande aventure à nous offrir à chaque numéro. Et donc pour commencer, Fred, raconte-moi un petit peu ton impression pour ce début avant de rentrer dans les collines de Shamutanti. Déjà, première impression avec le livre, la couverture, la fameuse Manticore de John Blanche. Couverture qui frappe. De toute façon, je crois que tu me l'avais dit, mais de toute façon, la couverture du livre, à chaque fois, c'est l'ennemi final, c'est ça ? C'est un spoiler. Et contrairement au volume 2, La Cité des Pièges, où le sort de monstre dégueulasse, body horror qui est sur la couverture, et c'est quelque chose qu'on va pas forcément croiser passage avec. Contrairement ici, la Manticore, où oui, en effet, on est obligé de la confronter. Après, je suis arrivé, donc j'ai vu que c'était le système de règles basiques de défis fantastiques, après les mêmes bases. J'ai vu qu'il y avait une gestion de l'inventaire, donc ok, ça c'est pas de souci. Et après, donc le fameux choix entre guerrier et magicien, donc j'ai sauté sur magicien. J'ai lu rapidement les premiers pouvoirs qui ont plus de chances de servir dans l'aventure, et les fameux pouvoirs écus, or, zap, tous les trucs de base. Et après, donc, j'ai fait mon perso avec des caractéristiques moyennes, comme d'habitude. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure. Donc, j'ai fait un petit détour vers le pouvoir des livres des sorts. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait une tripotée, en fait, dont la plupart fonctionnent avec des objets. Donc, ceux-ci, je les ai lus en diagonale. Et je me suis dit, là, j'ai fait un bon choix déjà. Magicien, ça m'a l'air d'être sympa. Et donc, moi, le seul truc, donc là, on se retrouve dans les fameuses collines maléfiques en français. Et donc, on rejoint la fameuse ville de Kedra. Et donc, moi, ce qui m'a manqué un peu dans ce bouquin-là, a posteriori, c'est que j'avais pas de carte. Et c'est vrai que souvent, on te dit, il y a 2 sentiers, tu prends celui qui monte la colline ou celui qui descend dans la vallée. Moi, tu me connais, par principe, quand on me dit droite ou gauche, je prends toujours à gauche. Et là, on me disait de monter ou descendre, j'ai toujours monté. Donc c'est vrai que à ce côté-là, j'ai manqué un petit côté représentation de l'univers où est-ce que j'allais qui m'a un peu manqué.
Bon, c'est pas grave, hein, je me suis quand même amusé. Et après, donc c'est vrai que c'est une histoire de plusieurs rencontres. Donc il y en a qui sont obligatoires, hein, quand on parlait de la manticore de la fin, qui est le boss de fin. Et dès le début, il y en a une qui est obligatoire, c'est qu'on tombe sur un vieil homme dans un arbre, qu'on aide à descendre. Et lui, rapidement, il nous donne donc une page de sort qui nous servira par la suite. Il y a aussi une superbe illustration de John Blanche, là, ouais, c'est le premier dessin qu'on voit. Et ouais, donc déjà, ça nous met dans c'est dans le l'ambiance. deuxième. Le premier qu'on a, c'est de la porte avec le garde. Exact, oui, que je parlais tout à l'heure, oui, celui avec l'étendard et tout ça, ouais, exact, ouais. Et donc ça, c'est le deuxième. Alors bon, souvent, on a le choix de s'arrêter dans les auberges ou dormir dans un lit d'auberge, ou continuer et dormir dans un bivouac, ou même continuer à marcher toute la nuit. Tout ça, c'est une gestion des points de vie, des repas, tout ça. Donc dans des fois on s'arrête, des fois on s'arrête pas. Donc là, je m'en souviens qu'au début, j'avais décidé de marcher dans la forêt toute la nuit, et forcément je m'étais fait attaquer. Bon, c'était des chauves-souris géantes, donc ça n'a pas posé trop de problèmes. Et donc à chaque fois qu'on me proposait de monter, je suis monté. Et une fois, je suis tombé donc sur la mine des gobelins. Il y a des gobelins qui travaillent dans une mine en fait. Et assez facilement, je me faufile à l'intérieur. Et j'ouvre les portes. Bon, une fois, je tombe sur un gros gobelin, bon, qui ressemble plutôt à un orc, qui est une illustration aussi, qui me dit de partir. Donc lui, je l'embête pas, je repars. Par contre, j'ouvre une autre porte avec un pouvoir, le pouvoir clé. Et là, je tombe sur un ogre avec une superbe illustration encore, qui concasse des pierres. Donc il est en face d'une énorme machine, non? Ouais, c'est ça. Il y a une énorme machine qui concasse des pierres, et ils extraient quelque chose, des minerais, des diamants, des choses comme ça. Et donc en fait, forcément, il est pas très content de me voir. Lui, il est moins patient que l'autre. Donc il s'attaque à moi, et je lui fais un pouvoir. On me propose plusieurs pouvoirs. J'utilise donc folie, qui le rend complètement. Il arrive même plus à tenir son arme, quoi, en fait. Et je peux m'attaquer à lui avec des caractéristiques réduites. Et là, je récupère 2 pierres précieuses qui équivalent 10 pièces d'or. Donc c'est pas génial. J'attendais autre chose. Bon, bref. Après, c'est pareil. Donc on avance toujours dans les collines, en passant par différents villages, auberges. Je suis dans une ville qui s'appelle Christin-Tanti. Et à la sortie de la ville, je tombe sur un mendiant aveugle qui fait un peu l'aumône. Et il y a un marchand qui arrive au même moment, qui me propose de m'embarquer. Bon, je dis, bon, tiens, c'est pas grave, je vais plutôt aider le mendiant. Et en fait, je lui donne une pièce d'or, quand même. Et là, bon, le mec, il est trop content, il est aveugle, mais la pièce d'or, il l'identifie rien qu'au toucher. Et là, il est trop content, et il me donne une clé en cuir, en fait. Il me dit que la ville de Carré, c'est une ville de tarés, que là-bas, tous les dangers sont possibles, et que lui, il a été enfermé dans les prisons. Et en fait, cette clé-là permet de s'enfuir des prisons de Carré. Yep. Donc ça, c'est un truc, je me dis, bon, c'est sympa. Et après, il me dit aussi que là-bas, il faudra se méfier des yeux rouges. Je sais pas trop qui c'est. Je pense que c'est à cause d'eux qu'il est aveugle, en fait. Donc ça a pas l'air d'être sympa. Je sais pas si c'est des créatures ou des humains. Bref. Ouais, c'est chouette cette écriture qu'a Steve Jackson de déjà nous donner des indices et des outils qui vont nous servir dans l'aventure du 2e volume. C'est quelque chose que je trouve qui joue beaucoup sur la croissance de notre personnage, un peu notre arc, et ce vrai plaisir de l'aventure. Alors, non seulement on découvre quelque chose, et moi je peux te dire, pendant des mois et des mois, même des années, j'avais jamais trouvé cette clé. C'est que en lisant le livre une énième fois que je fais, ah tiens, ça alors, je savais pas du tout qu'il y avait cet objet-là. Ce qui veut dire que t'aimes pas lâcher ta thune. Non, c'est qu'en fait je suis jamais passé devant ce mendiant. Bon, arrête. Chaque fois, t'as voulu que t'as pris le marchand. Non, je t'assure. C'est que, je crois, en 2013, 2012, je sais plus qu'on avait fait le podcast, que j'avais découvert, en fait, de passer par la mine, parce que je connaissais l'illustration en feuilletant le bouquin, mais je l'avais jamais vécu. Là où il y a le troll, avec la grosse machine à trouver des diamants, et puis après, passage par la ville. Mais non, je passais toujours par un autre côté, en fait. Et c'est assez sympa comment on découvre en fait ces nouvelles possibilités. Mais ouais, pour revenir là-dessus, sur les objets qui se croisent entre les livres, je trouve que c'est quelque chose d'assez unique. Et quelque chose que j'aime beaucoup retrouver aussi dans les livres pour parler d'un autre écrivain, mais voilà, de Joe Dever dans les Loups solitaires. Et c'est aussi des objets qu'on peut utiliser. Mais Steve Jackson, dans cette petite saga de 4 livres,
Je trouve qu'ils sont très très bien ficelés entre chacun et comment des objets peuvent nous servir pour aboutir à des autres zones dans le prochain volume. Et Fred, tu verras, c'est pas le seul objet. Est-ce que tu en as trouvé d'autres qui vont t'aider pour le prochain volume ? Oui, Okay. j'en ai trouvé d'autres. Bah, il y en a qu'on Ok. est forcé d'avoir, je pense. Ouais, il y en a on est forcé, mais il y en a d'autres qui sont vraiment optionnels et qui soit aident ou font découvrir de nouveaux passages dans le prochain volume. Mais ouais, c'est très très sympa ce côté-là, c'est assez Alors, fantastique. Alors, je vais être franc, il y avait une légende, ce livre est entaché d'une réputation comme quoi il est assez difficile, donc j'ai été assez parcimonieux dans mes choix, c'est-à-dire que souvent on me proposait, tiens, il y a un bruit derrière l'arbre, tu veux voir ce que c'est? Bon, c'est une ruche. Je fais non, moi je veux pas. Ah, c'est dommage parce que ce livre, en effet, est très très difficile, mais la récompense vaut le coup à chaque fois de prendre le risque. Parce que des fois on dit il y a un village, les villageois ils te parlent pas, est-ce que tu veux vraiment leur parler? Oui, bon c'est un échec, est-ce que tu veux insister? Oui, non, des fois t'insistes, ça sert à rien. Donc il y a beaucoup de petits pièges comme ça en plus qui sont pas toujours dans le même sens. Donc c'est assez machiavélique, donc c'est dur de savoir quand est-ce qu'il faut un peu y aller, puis des fois où faut pas y aller quoi. Donc non, moi pour une première j'ai dit je vais pas trop prendre de risques. Alors moi après il y a un truc qu'on n'a pas spécifié pour ceux peut-être qui connaissent pas le livre, mais moi quand j'ai pris la magie je me demandais comment ça marchait. En fait ce qui se passe c'est que dans les chapitres ou dans les scènes de combat, donc on a dit les pouvoirs ils sont représentés par 3 lettres. Et donc en fait l'auteur nous propose 4 ou 5 pouvoirs, en fait des lettres, en fait en fonction de la situation ils utilisent ou pas. Après sachant qu'il y en a qu'on connaît même pas et d'autres qui en fait sont même pas des pouvoirs, qui sont ça amène nulle part, ça fait juste perdre des points. Donc donc ce système là j'ai trouvé sympa. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être que tu pourras m'aider, c'est par rapport à notre déesse, là, celle qui nous accompagne, qui est Libra, si je dis pas de bêtises. Et on peut faire appel à elle une fois, normalement. J'ai pas compris si c'était une fois par livre ou une fois par aventure. Mais c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on te le propose, tu peux pas le faire ça à n'importe quel moment. Je croyais qu'on pouvait le faire à n'importe quel moment. Ah, je sais pas, justement, c'était pas très spécifique. Donc, sachant qu'elle, elle peut nous nous donne 3 propositions. On a droit à 3 choses avec elle quand on fait appel à elle. On peut remonter ses scores, tous ses scores au niveau initial, donc habileté, endurance, chance. Ouais. Ça peut nous permettre de fuir ou ça peut nous permettre de neutraliser des sorts ou des maladies. En fait, c'est un élément de chance, c'est comme un continu, c'est comme si on avait un jeton de plus à la borne d'arcade. Pour reprendre sa partie et de recommencer ou pas recommencer, mais de reprendre là où on était, mais avec un peu plus d'aide. Mais sachant que la magie, ça nous est proposé, est-ce que tu penses pas que dans le paragraphe, il nous dirait est-ce que vous voulez faire appel à Libra cette fois-ci, ou je sais pas, non? Alors, ça, vraiment quand on veut, quoi. Tu l'auras de temps en temps, mais normalement c'est à toi de faire appel à elle, ouais. Donc c'est une règle à part, c'est une règle que tu peux faire sur le côté. T'es pas obligé d'attendre que le paragraphe te soit présenté. Bon, ok, bon. C'est un peu obscur encore, mais je verrai si on me propose... Fred, il est pas d'accord, là. Non, parce que si on te propose... s'il y a des paragraphes qui te le proposent, faut le faire à ce moment-là, ça paraît logique, tu peux pas le faire... Ouais, attention. Crois-moi, le livre est... C'est du homebrew, comme tu dis, là. C'est du homebrew. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la DS Libra, d'ailleurs, qui a été un peu plus travaillé dans l'application tablette de Inkle pour la DS Libra. Beaucoup de choses ont été retravaillées qui étaient un petit peu... c'est pas très sûr, les règles un petit peu... molles, pour choisir un mot, des règles qui sont l'inverse de rigide, c'est ça, c'est molle. Voilà, c'est ça, c'est molle. C'est comme un élastique, on peut le plier, on peut le forcer un petit peu dans la direction que l'on souhaite avant que ça revienne prendre sa courbe initiale. Donc voilà, c'est un peu comme on le sent, ce qui peut nous aider. Et je peux dire qu'en effet, ce livre est tellement difficile que c'est bien d'avoir un sort comme ça, c'est bien d'avoir une option. Comme ça. Parce que bien sûr, une des règles qu'on n'a pas dit, Fred, c'est que les sorts, le livre de sorts, reste au camp principal et on n'a pas le droit, c'est l'une des règles, on n'a pas le droit d'aller vérifier les sorts et ce qu'ils font et les objets qu'il nous faut. On doit apprendre les sorts et le livre nous dit bien, vous pouvez pas les écrire, vous pouvez pas les noter, vous pouvez pas revenir à la référence. C'est pareil, tu peux faire homebrew. Bah ouais, non mais c'est pour ça que dans la version anglaise, il y a le livre des sorts où c'est que les sorts en fait. Et c'est pour aider l'aventurier. Mais plus jeune, la première fois que je l'ai lu, je me souviens, j'avais passé peut-être 1 heure à lire les sorts et à bien les connaître. D'ailleurs,
qui sont traduits, pas traduits, mais qui sont simplifiés en 3 lettres, et puis les 3 lettres nous aident beaucoup. Par exemple, le sort de foudre, Fred, c'est... Zap. Exactement, le sort de la boule. Oui, ça va, non, oui, ça va, c'est assez facile, les trucs. Ouais. Des fois même, c'est marrant, quoi, pour bof. J'aime bien bof. Bof. Mais puis après, bien sûr, le sort que personne n'ait jamais essayé, Fred. Z, comme dans Harry Potter. Mais c'était antérieur à Harry Potter, donc qu'est-ce qui a copié sur l'autre? Je sais pas. Bon, c'est ça l'inspiration, on se copie tous les uns sur les autres. Et petit aparté rapidos, là, je sais que c'est pas le moment, mais pourquoi pas, Fred? Comment ça se passe l'écriture de ton livre? Et ben j'avais fait une grosse pause, mais j'ai relu ce que j'avais à faire là, donc ça va, ça va. Je suis content de ce que j'ai fait, mais bon, faut toujours mettre la main, comme on dit, à l'ouvrage, donc ouais, faut y aller, quoi. Non, mais c'est bien. T'en es à combien de bulles, à peu près? Bah, là, je finis la 5e, c'est la moitié, là. La moitié? Super. Ouais. Mais bon, putain, pardon. Là, j'ai un peu peur du volume que ça va prendre, par contre. Je suis pratiquement déjà à 200 pages, là, donc... Oh, c'est pas mal, c'est bien. Bah, fait beaucoup, parce qu'il faut pas autant de pages, j'ai vu les leurs. Bon, bref. Surtout que t'as déjà 200 pages, plus il faut compter les illustrations, plus tu vas avoir beaucoup plus de pages avec les illustrations... Les règles, les appendices... Les appendices, les règles, et puis après t'as non seulement les illustrations pleine page, mais t'as aussi les petites illustrations d'ambiance qui vont augmenter le nombre de pages, puis après t'as bien sûr tout ce qui est de droit, d'impression, ISBN, et si tu veux mettre une page aussi de dédication. Bref. Ok, cool. Bah écoute, moi je suis toujours sur ma première version, première version, j'en suis, je crois, à 2/3 maintenant. Bon, c'est cool. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on parle d'un truc. Ouais. Mais voilà, je sais que nos auditeurs, ils savent qu'on est en train d'écrire, et je me suis dit que ça leur plairait qu'on fasse une petite aparté là-dessus. Moi, j'en suis environ à 300 pages. Je t'admets que j'ai pas mal écrit ces 2 derniers mois. J'ai eu des moments au taf où là par contre là il y a énormément de boulot à faire. On a un projet d'ailleurs qu'on va pas réussir parce que il y a trop. Enfin, on y arrivera, mais il faudra venir au boulot les week-ends quoi pour finir tout ça, comme d'hab. Mais il y a 2 mois en fait c'était très mou, il y avait rien parce que voilà on attendait des projets, on attendait des scripts qui venaient. Donc des fois j'avais 1 à 2 heures de libre dans l'après-midi. Donc en fait voilà, hop, je faisais apparaître mon Google Doc et puis j'écrivais quoi. Au taf j'en profitais pour écrire. J'ai pas Google Doc au taf, c'est con. Ah ouais, putain, mais toi tu travailles dans une société, mais oh là là, tu peux rien faire. C'est une administration, monsieur, ce n'est pas une société. Ouais. C'est quoi cette correction là? T'as qu'à venir avec ta tablette ou je sais pas moi. J'ai pas de tablette, c'est pour les nerds. Ou dis le mec qui fait l'animation avec moi du podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Mais ouais, c'est ça le paradoxe. On va reprendre ma petite histoire. Ouais, continue. Voilà. Mais voilà, auditeur, on continue à écrire et puis c'est prévu. Ça prend du temps. Ça viendra. Oui, ça viendra. Yo, alors, qu'est-ce qui t'arrive après? Bah, j'arrive dans le monde des géants qui est délimité par une porte géante en fait, on est en plein dans la nature et tout d'un coup il y a une porte en pierre qui est, comme elle est dans une vallée, on peut pas l'esquiver, donc on est obligé de passer dessous. Et là tu dis bon, et derrière il y a 2 grottes, donc il y a celle de gauche et celle de droite. Comme d'habitude je suis rentré dans celle de gauche et là j'ai vu qu'il y avait en fait il y avait le squelette d'un géant. En fait on voit surtout un crâne et en fait on voit une espèce de tabouret qui est plus grand que nous et une espèce de filet un filet de mailles. Et moi en fait je récupère juste des cailloux. Parce qu'en fait je me suis souvenu qu'avec des cailloux on pouvait faire un pouvoir. Ouais. Donc j'ai pris les cailloux. Je dis tiens, la première grotte j'ai rien trouvé, je pense que la deuxième ça va pas être la même mayonnaise, donc je n'y suis pas été. Bon, après en fait j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un géant, donc je me suis dit tant mieux. Bon bref, donc j'ai tracé mon chemin. Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est que tu tombes dans un village où il y a une illustration. D'ailleurs, je crois que c'est une des meilleures illustrations du livre. C'est le village des pestiférés, là. Ouais. En fait, on te dit pas que c'est des pestiférés au début, mais bon, c'est assez évident. Donc moi, bêtement, au début, comme moi, à chaque fois, je voulais des infos, dans tous les villages, j'essaie de parler aux gens, quoi. Et il y en a un qui j'aurais tendu la main connement, il y en a un qui m'a touché, quoi. Bon, bref. Donc après, tu t'attrapes la peste, forcément. Bon, c'est pas trop grave, parce qu'il y a plusieurs façons de guérir de maladies dans le livre. Mais bon, ça m'a fait marrer ce moment-là. Tu te dis, bon, je suis vraiment trop innocent, moi, des fois. Alors,
Alors je pense qu'en fait tu peux les aider, mais moi j'avais pas le pouvoir adéquat, parce qu'il fallait il fallait une fleur ou je sais plus quoi spécial. Oui. Donc bref, on peut pas les aider. Donc on part de là. Ensuite on arrive dans un village plus grand que celui de Biritanti. Tiens, d'ailleurs, je voulais te dire, moi j'ai rendu hommage à cette séquence dans mon livre. Ah oui. Ouais. Ah, tiens, c'est marrant. Quand la première fois que je l'avais lu, ça m'avait vraiment marqué en fait cette illustration qu'on a du. Elle est géniale, elle est super. Franchement, la forme des maisons et tout. Ouais, forme des maisons et aussi ondulée que la marche des pestiférés. Ouais. Mm. Donc c'est quelque chose c'est du, je sais pas s'il y a l'équivalent en français, mais en anglais il y a une expression, c'est du nightmare fuel, ce qui veut dire du carburant à cauchemar. Ouais, c'est pas mal ça, non? Carburant à cauchemar, voilà. Ce genre d'illustration de John Blanche qui est capable de nous faire passer une nuit de sommeil assez traumatisante. Ouais, donc ça y est, t'as réussi à t'enfuir, tu courais. Ouais, donc je tombe sur une autre ville, une ville assez importante, encaissée dans un vallon entre trois collines. Et là, on tombe sur un être volant minuscule, une sorte de... En fait, ils appellent ça un marmouscule. Yes, Jeanne, le marmouscule. Ouais. Et donc, moi, je fais, tiens, bah, tu sais, comme on a déjà fait des livres avec des sidekicks, je me suis dit, tiens, bon, ça, c'est sympa, un petit sidekick. Moi, je l'ai accepté de bon cœur. Pas de problème. En fait, bon, pas de problème, quoi. Ah ouais, je sais ce qui va se passer. Et en fait, au début, il n'y a pas eu de souci, hein. Je crois que c'est. Oui, bien sûr. C'est carrément plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, à cause de lui, on peut plus lancer de sort. Eh oui. On peut pas s'en débarrasser, quoi. Si on peut. Donc, en fait, oui, on peut pas s'en débarrasser, nous, mais on peut s'en débarrasser après autrement. Oui. Mais c'est vrai que. Bon, là, donc au début, je m'étais pas méfié, je trouvais ça marrant. Puis en fait, assez rapidement, comme tous les sidekicks, en fait, ils nous saoulent parce qu'il n'arrête pas de parler. C'est un moulin à parole et puis il est chiant, quoi. Moulin à parole, c'est bon ça, j'avais oublié cette expression. Ouais. Et donc bon, bref, donc lui, on se récupère. Et de toute façon, au début, on peut pas s'en débarrasser. Donc la ville, en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est la fête des enfants. Donc en fait, les enfants sont rois. Et donc ils font tout ce qu'ils veulent, donc ils boivent de la bière, ils frappent, ils donnent des fessées aux mémés. Donc je me dis oh là là, ça sent un peu, je me dis ce genre d'ambiance, moi ça me plaît pas trop. Donc je sais qu'il y a une auberge, il y a la taverne. Alors, le seul truc intéressant dans cette ville, c'est les chutes de cristal en fait, qui sont un endroit où un espèce de bassin en dessous de chute de cristal, comme son nom l'indique. Oui. Et en fait là-dedans, en payant quelques pièces d'or, bah, on peut se baigner. Et donc en fait ça enlève tout, ça revitalise tout, on récupère tous nos points de chance et tout ça, et ça enlève toutes les maladies. Et donc c'est vraiment le truc merveilleux. Donc ça fait du bien à ce moment-là de l'aventure. Donc après, dans la ville, je me suis pas attardé parce que les enfants déchaînés, ça m'intéressait pas trop. Ah. Et donc on retourne dans une forêt. Et là, il y a un mec qui sort d'un couvert, habillé tout en noir. On dirait un assassin, quoi. Et le mec, on essaie de parlementer avec lui. Il sort son cimetière et il se jette sur nous. Alors qu'il ne devrait pas, parce qu'il n'a pas des caractéristiques folichonnes, donc j'ai même pas utilisé la magie contre lui, je l'ai défait. Et en fait, on nous propose de lui laisser la vie sauve. Pour ça, il faut avoir bien mené le combat. Donc moi, je lui laisse la vie sauve. Et en fait, le mec, il nous remercie. Et il nous proposera même son aide, en fait, à carré. Il dit, si tu as besoin de moi, à carré, tu me siffles et je viens. Donc ça, c'est cool. Donc le mec, je crois qu'il s'appelle Létorve. Ouais. Létorve, ouais. Bravo, mec. Létorve, l'assassin de pacotille, parce que je crois qu'il a 6-8, donc il a 6 en habileté, 8 en endurance. Et puis c'est un maigrichon. Yep. Mais on a aussi une illustration de John Blanche pour lui, qui se cache derrière les buissons, avec son voile noir, sa robe noire, et puis son cimetière. Ouais, dans le dos, comme un sabre de samouraï, ouais, c'est marrant. Donc là, c'est le coin des rencontres, parce qu'après, je tombe sur une petite maisonnée où il y a une femme qui me propose du thé. Donc là, donc elle s'absente à un moment, donc on est soupçonneux, on échange sa tasse de thé avec elle. Mal nous en a pris, parce qu'en fait, c'est du coup, on boit une espèce de thé qui est empoisonné, entre guillemets, oui, qui est empoisonné. Et donc là, elle se fout un peu de notre gueule. Et en fait, ce qui nous sauve, c'est qu'en fouillant dans nos affaires, elle trouve la formule que le vieillard dans l'arbre il nous avait laissé là. Et ça l'intéresse, donc elle nous donne un antidote. Et elle est tellement contente en fait qu'elle nous débarrasse de Jeanne, le marmouscule.
Et donc, on redevient magicien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc en fait, j'avais pas compris juste avant d'arriver dans sa maison. Donc c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, on approche vers la fin de l'aventure. On en tombe sur la cité des... ils disent que c'est des demi-orques, les Sphines. Et en fait, on apprend que le village est morose parce qu'il y a la fille du chef qui a été enlevée. Et en fait, il y a une malédiction qui pèse sur ce village. Et on dit que si la lignée du chef s'éteint, et ben le village, il aura que des malheurs. Donc forcément, tout le monde s'inquiète. Surtout qu'en fait, elle a été enlevée dans la crevasse du démon. Et qu'en fait, tous les aventuriers qui y sont allés, tous les qui ont essayé, ils sont morts. Donc nous, de toute façon, qu'on écoute, qu'on sorte en ville, tout ça, on est obligé, on se fait capturer, ils nous enferment une nuit, au petit matin, le chef, il arrive et il nous fait son speech. Bon, et il nous dit que bien sûr, si on réussit, on sera récompensé. Ben, on n'a pas trop le choix, donc il nous envoie nous faufiler dans la crevasse sombre, il nous balance une torche et vas-y mon grand. Donc moi, comme d'hab, j'ai fait gauche-gauche. Je suis arrivé sur la... C'est marrant parce que moi je fais toujours droite et quand il faut monter ou descendre je descends et toi tu fais toujours gauche et quand il faut monter et descendre tu montes. Mais c'est bien. Comment ça c'est jamais les mêmes aventures. Exactement, mais le problème c'est qu'on fait toujours souvent les mêmes aventures. Non, bah attends, t'as toujours les raccourcis, toi, ou le truc, la bulle où il se passe plein de trucs, ou alors, plein d'objets. C'est pas faux, ouais. Ah, ça me fait penser au... c'était quoi le parchemin de soin Ouais, moi j'avais trouvé j'avais trouvé le kick secret, là, qui fracassait la mâchoire du mec, toi t'avais trouvé que dalle. Donc ouais, je fais gauche, je trouve la fille, je fais c'est cool, c'était facile. Bon, bien sûr, en fuyant, la manticore apparaît, donc un autre dessin que celui de la couverture, qui est aussi impressionnant, quoi. C'est une créature qu'on n'a pas envie de rencontrer, ça c'est sûr. Et là, j'avoue, j'ai kiffé être un magicien, parce que là, je lui ai fait un combo en 3 temps, quoi. C'était génial, hein. Parce que bon, si on décide de la combattre sans pouvoir magique, c'est un peu difficile vu qu'elle a 12-18. Donc en gros, 12, elle récite tout le temps ses coups et avant de la tuer, bonjour, quoi. Donc là, j'ai réussi en fait à faire un champ de force avant qu'elle me donne un coup de sa queue de scorpion. Yes. Ensuite, j'ai balancé une boule de feu et je l'ai fini en érigeant un mur invisible. Elle a sauté, elle s'est fracassée dessus. Et après, comme le mur, on peut le bouger, bah, je l'ai coincé contre la fond de la crevasse et on a fui avec la gonzesse. Donc là, moment de gloire ultime, Woo! quoi. Wouh! Et ouais, franchement, là, cette scène-là, elle est rentrée dans... Franchement, c'est une des meilleures scènes de combat que j'ai fait dans les livres de le héros. Parce qu'elle est... En fait, chaque choix est scripté dans le livre. Ouais, scripté, ouais, c'est sympa. Et tu sais, ça me fait penser à un autre livre aussi qui fait ça. Ben, c'est marrant, je l'ai dit juste avant, mais c'est La Voix du Tigre. Ouais, je lui pensais à l'instant. Ouais, beaucoup de combats sont scriptés et ça donne une ambiance vraiment plus marquante. Et ça encadre beaucoup plus le combat, je trouve. Comme Fred, je sais pas si t'as lu, mais La Citadelle du Chaos, le combat final c'est contre un mage et pareil, tout le combat est scripté, mais aussi ce qu'a fait, et c'est marrant, c'est Steve Jackson qui a écrit ce livre aussi. Et ce qu'il aime faire aussi, c'est que le décor évolue avec nous. Parce qu'au bout d'un moment, le plancher s'écroule et on est en train de chuter pendant qu'on continue à se combattre. Et tout ça, c'est écrit, scripté dans le combat. Ouais, on peut pas le faire à tous les combats, mais pour le combat final, ouais, c'est sympa. Ouais, parce que ça demande beaucoup de... Pardon, excuse-moi d'interrompre, mais je voulais juste dire... Ouais, ça donne beaucoup à l'écrivain de travail, en fait. Vu que c'est un livre dont vous êtes le héros, il faut faire en sorte qu'il y ait multiples choix, mais il faut faire attention à ce que la trame rouge soit continue, sinon, mon Dieu, on se retrouve à écrire bien trop de paragraphes. Mais je pense que si on se retrouve à écrire trop de paragraphes, c'est pas ce qui rend l'aventure plus intéressante pour le lecteur. Bah si, moi je suis de l'école où il y a plus il y a de choix, mieux c'est, moi je trouve. Ouais, plus il y a de choix, mieux c'est, ouais. Moi je suis de l'école où, est-ce que je travaille beaucoup, Fred? Au bout d'un moment j'ai perdu la boule, j'ai dû acheter un tableau blanc de 2 mètres sur 1 mètre, parce que qui est accroché là devant moi. J'avais tellement de choix dans des bulles qui se représentaient dans d'autres bulles 10 chapitres plus loin que je me souvenais plus des objets, quoi. Donc je commençais à perdre la tête.
Ouais, donc je sais, c'est les arborescences, ouais, moi aussi, des fois, tu sais, ça ressemble à des toiles d'araignée, tu fais oulala, faut pas que je perde le fil. Parce que Ouais, je t'avais montré en plus ce qu'on fait. Ouais, ce qu'on fait avec Fred les auditeurs, c'est on a une application de toile d'araignée en fait qui nous montre comment nos bulles s'accrochaient à l'autre. Et moi j'avais montré le mien à Fred et je me souviendrai toujours de ta réaction. T'as fait oh là, c'est quoi ce bordel? Ah oui, non, mais moi j'aurais été incapable de m'y retrouver. Hein. Ouais. Mais bon, mais le truc, la magie, c'est que le lecteur ne verra jamais cela. Oui, c'est ça, ouais, ça c'est dans la construction. Ouais, et puis c'est comme le tueur du Zodiac. Si tu veux, je te lance un code, toi tu arrives. Moi, je vois exactement ce qui est écrit pendant que toi tu te dis, mais c'est quoi ce dawa, quoi? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. Dawa. Dawa. Il y a des auditeurs qui font putain, mais il vient des années 80, Xav? Aïe, aïe, aïe. Ouais, pardon, donc, excuse-moi d'interrompre. C'est la fin, de toute façon, après, il nous récompense, il nous soigne, il nous soigne bien, parce qu'on peut tout récupérer, même la chance perdue. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme on est un peu héros, là-bas, on gagne même un point de chance supplémentaire définitif. C'est-à-dire qu'on augmente nos caractéristiques. C'est la récompense ultime de l'aventure. Il nous donne 10 pièces d'or, et il nous donne aussi une clé, donc les clés de la porte sud de la ville de Carré, donc on pourra utiliser à notre prochaine aventure. Donc cette clé-là, on est obligé de la recevoir, en fait, si on réussit l'aventure. Oui, t'es obligé, de toute façon. Mais félicitations, Fred. Et je ne suis mort que 2 fois. Donc je suis content. Une fois, je sais pas, tu sais, il y a un endroit où il y a des sur des puits, il y a des têtes qui sont empalées, là. Et c'est une mise en garde pour pas prendre un chemin, il y a 2 chemins. Tu sais pas lequel chemin faut pas prendre. Alors pour une fois, je suis pas monté, je suis descendu, et il y a un piège, je l'ai évité, et en fait, il y a un deuxième piège que tu peux pas éviter, et là tu meurs. Merde. Je sais pas si tu... Non, mais je connais pas celui-ci. Tiens, arrête. Peut-être. Je suis tombé 2 fois dessus. J'ai refait l'aventure pour me marrer après et je suis retombé dessus. Alors j'ai pas dû pris le même chemin, donc j'ai pas trop compris. Non, moi, non, merde, je suis désolé, Fred. Je sais que c'est chiant, que je meurs pas comme toi, mais non. Par contre, ce livre a ma mort préférée. Je sais pas si ça se dit, c'est bizarre ça. Ma mort préférée des livres dont vous êtes le héros. C'est avec les lotus noirs, non? Oui. Ah, c'est marrant, comment t'as su? Je pense que je suis tombé dessus aussi, que c'est stylé. Et il y a une très très belle illustration en plus de John Blanche. Alors c'est un plan à la Kurosawa, donc au niveau genou, d'un champ de lotus noirs et on voit l'horizon de la colline en fait, mais on voit qu'il y a quelque chose d'assez machiavélique au centre de chaque fleur. Il y a quelque chose de sournois. Et je trouve que ce plan vraiment donnait beaucoup de caractère et d'expression justement à la mort qui était écrite dans le paragraphe. C'est bizarre que ça m'a marqué, mais je trouve que c'est simple et c'est chiant parce que c'est une mort qui n'a pas d'indice ou l'indice qui est très très faible. Ah ouais. C'est un petit indice, oui, l'histoire des odeurs, tout ça. Oui. On le connaît quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a un indice, mais tu vois, moi quand je lisais... Puis Jan, il est nerveux aussi. Si, tu l'as avec toi, parce que moi, la première fois que je l'avais eu, cette mort, j'avais décidé de ne pas prendre le marmuseau avec moi. Bah, t'es obligé de l'avoir, tu t'en étais débarrassé. Je m'en suis débarrassé avant, ouais, parce que je l'avais pas avec moi. Et c'est quand je l'ai refait, j'ai appris que, ok, il nous donne l'indice, ce qui est pratique, ça. Ouais. Alors, t'as pas rencontré... Maintenant que t'as fini l'aventure, discutons des choses que tu n'as pas rencontrées. La baraque avec la vieille sorcière et le siège mouvant. Bah, ça, je l'ai fait dans la deuxième pour Marie, où j'ai fait les choix que j'avais pas fait, ouais. Que, ouais, avec le golem, la chaise qui se transforme en golem, ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, j'ai foutu une boule de feu tout de suite, il a pas rigolé. Génial. Ouais. Parce qu'en fait, elle est un peu bizarre, parce qu'on arrive chez elle, elle est enfermée. Ouais. Donc tu lui demandes où tu peux ou bien voler des objets, il y a pas grand chose, je crois, des pièces d'or, et si tu l'aides, tu peux monnayer ton aide, et donc en fait elle peut te donner des objets qui permettent de pouvoir faire des sorts, mais bon c'est pas des super trucs, donc ouais c'est. T'as aussi, il y a une règle assez spécifique dans celui-ci, c'est quand on dort à l'extérieur, on a la possibilité d'avoir une attaque de nuit. Ouais, c'est ça, tu jettes un dé de 6, et si tu fais un 2, 3, 4, bah, tu tombes sur une bête de plus en plus féroce. Moi, ça m'est arrivé une fois, et même des fois, quand tu fais un feu de camp avec du feu, t'as un bonus de 2 sur ton dé. Mais j'ai vu, il y a toute une gestion quand même de cette phase de prendre des repas, des bivouacs et tout, parce qu'en fait, il y a des paragraphes où il parle de ça, il y a même des paragraphes, en fait, ça parle que de ça, il te dit, allez au 232, tu dis, est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez mangé la veille, et c'est un truc qui revient assez souvent, ouais.
qui est assez bien fait pour le coup, parce que ça ralentit pas l'histoire, donc Non. mais c'est vrai que c'est assez chiant, je dirais, ce truc-là. Dès que tu fais un système d'inventaire et de points de vie avec la nourriture, ouais, c'est un exemple, parce que moi j'ai une histoire d'inventaire comme ça, et donc c'est vrai que ça peut servir. Ouais. C'est marrant parce que c'est un système que j'ai retrouvé dans un jeu de PC récemment qui s'appelle Darkest Dungeon. Très très bon, un jeu Kickstarter qui maintenant qui existe depuis quelques années, et où justement quand tu fais des feux de camp, t'as une possibilité de te faire attaquer la nuit et par différents monstres, et ça me faisait penser justement à sorcellerie. Et Fred, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration, mais il y en a une qui je voulais parler, qu'on a déjà parlé dans les précédents podcasts, c'est Dark Souls. Dark Souls, le jeu développé par le studio From Software, le tout premier qui était sorti en 2011. Le designer du jeu, c'est Miyazaki Hidetaka, donc designer de jeux vidéo japonais. Et Miyazaki a dit en fait dans des interviews que l'une de ses sources d'inspiration pour la création de son jeu, c'était la saga Sorcellerie de Steve Jackson. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, je trouve, en Dark Souls, qui est bien sûr de la dark fantasy, mais qui a ce côté aussi, c'est un jeu connu pour sa difficulté, d'où les blagues en ligne comme Get Good et tous ces autres blagues où ça veut dire, bah voilà, si tu veux être bon, bah apprends à être bon, vieux. Hein. C'est comme ça que tu réussiras le jeu. Et je trouve que c'est une philosophie de joueur qu'on retrouve aussi dans la saga Sorcellerie. Si tu veux être bon, bah comme t'as vu, Fred, faut recommencer, quoi, il faut continuer. Vas-y, reprends, change de choix, améliore ton système, apprends mieux les sorts, trouve des armes plus intéressantes et qui font plus de dégâts. Et c'est ça. À chaque fois que je joue à Dark Souls, en fait, je pense jouer à la version jeu vidéo de sorcellerie. Et voilà, je suis assez impatient parce que je sais qu'il y a un 4e Dark Souls qui est en préparation par Miyazaki. Et à chaque fois, bah voilà, c'est comme une résurrection ou une continuation de la saga de sorcellerie pour moi. Ça me donne cet effet-là. Alors je sais que toi, tu connais pas du tout les jeux Dark Souls, Fred, non ? Oh, je joue plus, j'ai plus le temps. Putain, bien triste à entendre. Ouais, mais je pensais pas, mais c'est vrai, j'ai plus le temps. Quoi. Bah écoute Fred, je pense que moi, avec pas mal d'auditeurs ici sur le podcast, n'hésitez pas à spammer Fred, les auditeurs, mais... Oh, arrête. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Spammer. Mais si tu veux te choper Dark Souls, je suis sûr que tu auras une excellente expérience. Attends, mais moi je suis pas hardcore gamer en plus, et moi les jeux, je peux compter plutôt les jeux que j'ai terminés. Hein. Ouais, mais. J'ai 3 dans ma vie, donc si le truc il est injouable. Fais-moi confiance, Fred. Franchement, fais-moi confiance. Au début, tu vas utiliser mon nom dans tous les jurons possibles, parce que le jeu va t'énerver, mais tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir une phrase qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est apprendre à aimer perdre, vieux. Apprends à aimer perdre. Hein. Apprends à aimer perdre, mais parce que la récompense est plus forte. Quand tu arriveras à buter cet énorme dragon... Pain, no gain. Exactement, quand tu arriveras à buter ce dragon, ou ce troll, ou ce golem, ou ce minotaure, qui peut t'écraser et te tuer en un coup, mais que tu arriveras à le buter, parce que toi, il faudrait que tu lui en mettes 40, tu sentiras vraiment ce que c'est la victoire, comme ce que t'a offert le livre Sorcellerie vers la fin, non ? Cette sensation de victoire. Oui, mais je m'attendais à pire. Hein. Parce que de mort, il y a des jeux, j'ai déjà fait pire. Hein. Donc je me dis pour l'instant, ça va. Ouais, bah attends que t'arrives à la cité des pièges de Carré, parce que là, mon gars, le livre porte bien son nom. Hein. Ouais. Bah oui, en fait, dans le bouquin, ils arrêtent pas de te dire attention là-bas, attention là-bas, oui. Attention là-bas, ouais. Attention là-bas. Parce que les yeux rouges, tout ça là. Ce qui est magnifique de la saga Sorcellerie, c'est que chaque volume devient non seulement plus grand, mais plus en plus difficile. Vraiment. Hein. Et là, tu vas passer, t'es déjà en mode hard, là tu vas passer à very hard. Ouais, bon, on verra, hein, écoute. Hein. Tu sais, quand tu jouais à Doom ou à Wolfenstein, quand tu voulais mettre la difficulté facile, t'avais le personnage avec une titine et un petit bonnet de bébé. Ça oui, ouais, j'en sais, c'est énorme ça. Ouais, bah en fait, tu te souviens la difficulté la plus balèze, je crois que c'était Hurt Me Plenty, non ? Ouais, je sais plus. Ce qui veut dire fais-moi mal ou fais-moi mal plein à fond. Bah voilà où t'es, dans la cité Carré. Tu passes de difficile à très difficile. Et puis, crois-moi, quand t'arriveras au 3e volume, on va morfler tous les deux, parce que qu'est-ce qu'il est difficile. Mais Carré, c'est... ça m'est arrivé... je dirais pas jeter le bouquin, mais ça m'est arrivé de
oui, je vais l'admettre, de le jeter, mais tu sais, de le faire glisser au sol, quoi, pas de le cogner contre les murs. Mais d'arriver à des paragraphes où je me fais encore avoir et je t'admets que j'en avais ras le cul, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, tu donnes une journée, puis tu le ramasses et tu dis, non, c'est trop bon, j'ai envie de continuer. Apprends à aimer souffrir. Et on verra ça. Voilà, non, voilà. Le premier s'est bien passé. Donc, Ah, super. Ouais. Et voilà, bah écoute, Sorcellerie, c'est vraiment superbe source d'inspiration. Fred, si tu veux le faire en bouquin ou si tu veux passer à l'application et faire la version électronique, ça serait peut-être une bonne expérience, non ? Déjà, le bouquin, l'appli, on verra. Ok, parce que moi, ce que je te propose dans ce cas-là, pour le troisième, et je pense que les auditeurs, ça leur plaira. Pour le troisième, moi, j'ai déjà fait plein de fois le livre, mais fais le livre et moi, je ferai l'application électronique, comme ça, on pourra échanger un petit peu les différences. Ouais, ça sera un bon podcast, je pense. Bah voilà, Fred. Écoute, pour le numéro 50, on fera quelque chose de spécial, et puis je pense qu'on reprendra donc très rapidement La Cité des Pièges dans le numéro 51. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, voilà, c'est des podcasts qu'on peut faire un peu plus vite, donc voilà les auditeurs, ça arrivera très très prochainement. Fred, avant qu'on se quitte, quel est ton truc, ton hobby, ton plaisir du moment ? En fait, c'est un plaisir coupable. Parce que j'ai tellement cassé du bois sur eux. En fait, je me fais tous les Marvel que j'ai pas vus là. Donc, la vache, putain. Donc j'ai tous vu, hein, donc j'ai vu les 4 Fantastiques, le cowboy là dans le Far West là. Le cowboy dans le Far West ? Jonah X, ça. Oh la vache, putain, mais tu mates tout en fait. Ah ouais, bah en fait, c'est ça, je mate des films où j'ai pas besoin de réfléchir. Le Spider-Man, le Spider-Man 2, là, avec... Tobey Maguire, Andrew Garfield. Celui avec le 2 d'Andrew Garfield, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Il est trop nul. Bon, bref, les Thor, je me suis fait aussi, donc tu vois, donc... Et je pense que j'ai bien fait de pas aller au cinéma pour voir tout ça, mais oui, bon... J'essaie de voir comment ils gèrent la continuité, du coup. Tu sais comment va s'appeler le 4e Thor ? Je m'attends au pire avec toi. Thor, for, more, Thor. Thor for more Thor. Thor for more Thor. Ah, j'arrive même pas en anglais. Thor for more Thor. Ok. Ce qui veut dire en français Thor 4 plus de Thor. Mais bien sûr, quand on le dit en anglais, ça rime. Ouais, est-ce qu'on dirait un slogan pour des voitures. Thor for more Thor. Oh, aïe. J'essaie de voir comment ils géraient la continuité. En fait, moi, le truc que je trouve intéressant chez Marvel, en fait, c'est les scénettes dans les génériques de fin. Ouais. En fait, pour le coup, t'es vraiment. C'est plus sympa de les voir, en fait. Et donc, ça t'oblige un peu à rester. Bon, c'est un peu chiant, ciné, mais là, c'est rapide de les voir. Est-ce que tu mates aussi les anciens Marvel, comme le Dolph Lundgren Punisher ? Non, faut pas déconner non plus. Tu mates pas le David Hasselhoff Nick Fury ou déjà, je me fais un petit peu mal, toi, j'ai pas envie de... le 4 Fantastique de Roger Corman. Ouais, c'est pareil, l'araignée, il y avait un film dans les années 80, mais bon... il y a aussi une série japonaise de Tokyo TV de Spider-Man où il y avait plein d'acrobaties, c'était quasiment un Sentai. Oui, c'est ça, c'est un Sentai. Ouais. Il avait une voiture araignée comme Batman des années 70. Oui, je l'avais quand j'étais petit, cette voiture en plus. Non, bon voilà, en fait, j'essaie de voir comment ils gèrent le truc, mais bon, je me dis, c'est comme une énigme, pourquoi ce truc-là, ça marche autant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'époque des super-héros. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Après, je sais pas à quoi on va passer, mais bon, ils vont bien nous trouver quelque chose. Il y a eu les Western Spaghetti, l'Heroic Fantasy... maintenant, c'est les super-héros. Donc, tu vas aller au cinéma voir le dernier, là, le Thanos ? Non, merci. Non. Non. Bah, en plus, il y a le fameux film de Terry Gilliam qui est sorti, et puis il y a le Star Wars qui m'intéresse plus. Donc, voilà. Solo, ouais. Voilà. Comme ça, comme ça, le podcast est daté maintenant. Ouais, et Thanos, si je me trompe pas, en plus, dans les X-Men, il le rencontre aussi, donc tu vois, c'est la merde. Donc, tout ça, ça se chevauche. Non, bon, voilà. C'est ça mon hobby coupable en ce moment. Quoi. Sympa. Bah, c'est bon, ça. Écoute, de mon côté, je fais pas mal de parties de jeux de rôle. Et avec des amis, voilà, on se voit tous les 2 semaines et on joue donc à la version de Star Wars.
qui est fait par Fantasy Flight, j'en ai déjà parlé un petit peu sur le podcast, qui utilise un nouveau système de dés qui s'appelle les dés en fait de continuité scénaristique. En gros, ce sont des dés qui n'ont pas de chiffres ni de valeurs, ça a des symboles qui déterminent justement comment on réussit ces actions. Et les actions sont déterminées par succès de niveau, est-ce qu'on y arrive de justesse, à peine, énormément, ou non seulement énormément, mais avec pas mal d'avantages qui en suivent, ou est-ce que ça peut être aussi des mélanges, ça peut être oui, on y arrive, mais quelque chose de très mauvais se passe en même temps, ou on a l'échec, mais quelque chose d'incroyable se passe. Donc voilà, c'est un système de dés en fait qui... juste pour dire, Fantasy Flight a lancé ce système de jeu avant la résurrection de Star Wars par Disney. Le premier module qui s'appelle Age of the Empire est sorti avant la hausse, hein, c'était un sort de revival parce que la version D20 de Star Wars était pas top, la version de West End Games D6 existe depuis très longtemps, elle est très âgée, donc eux ils ont acheté la licence et ils ont créé quelque chose de superbe. Alors ce qui se passe maintenant, c'est comme Disney a acheté Star Wars, beaucoup d'extensions des livres, de jeux, hein, les modules complémentaires sont basés sur les films, ce qui est sympa si on veut faire une continuité cinématographique ou avoir des règles et de jeux ou des inspirations de l'univers de ce qu'on voit dans les films. Donc bref, c'est sympa tout ça. Mais donc voilà, je joue avec un groupe. Et ce qui est sympa, c'est dans le groupe, il y a plusieurs modules de jeu. Donc il y a 3 modules. Il y a un module qui se concentre sur les bas-fonds de l'espace, hein, tout ce qui est la galaxie extérieure, les pirates de l'espace, les contrebandiers, les joueurs de cartes. Le deuxième module, c'est Age of Rebellion, donc c'est tout ce qui est le classique Star Wars, donc la guerre entre l'Empire galactique et la rébellion, la cause de la rébellion. Donc là, c'est beaucoup de guerre, le système de jeu change beaucoup, parce que tout est basé sur des grandes batailles, et le système d'obligation, d'obligeance en fait, vers sa mission et d'accomplir ses objectifs. Et le troisième module, c'est donc Force and Destiny, qui est basé plus sur les Jedi, sur les contes, les légendes, et aussi sur la force, comment le jeu gère la force et quelle est la moralité. C'est très bien fait dans le jeu parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle matière grise. C'est pas la matière blanche ou noire. Voilà, c'est vraiment des choix qui vont sans arrêt te mettre en déséquilibre. Et c'est assez cool parce que ça nous montre vraiment que la force, voilà, c'est un pendulum qui balance des deux côtés, hein. C'est ça, il n'y a jamais de milieu, on peut jamais être bon et à rester bon, on est obligé de commettre des fois des actions qu'on pense positives qui vont créer du négatif. Donc bref, voilà, on joue, on est un groupe de joueurs et ce qui est sympa, c'est moi je suis maître du jeu de Age of the Empire, donc tout ce qui est pirate de l'espace. Et on a un autre pote qui fait les rébellions et un autre ami, voilà, qui fait tout ce qui est force. Donc on change entre tous chacun son tour après une campagne. On a vécu tellement de campagnes et on a enregistré chacune, hein, avec un baladeur audio enregistreur, que je travaille avec un illustrateur, on est en train d'adapter en fait nos aventures en BD. Donc on dessine les aventures, quoi. Donc, c'est cool, ça, c'est le kiff qu'on a toujours voulu faire, qu'on n'a jamais pu faire. Ouais, c'est faire des... Ouais, c'est ça. Mais nous, c'est marrant, on essaie de faire un dessin de chaque scénar, mais bon, c'est... Alors je sais que je suis un peu lent pour expliquer tout cela, mais juste pour dire que l'univers du jeu de rôle, le nouveau univers de jeu de rôle Star Wars est assez massif, et donc voilà, en BD c'est assez cool parce que ça nous permet de non seulement voir nos aventures illustrées je travaille avec quelqu'un qui s'appelle JP qui est des Philippines, donc c'est assez intéressant de travailler avec lui pour le décalage horaire, mais vraiment un excellent illustrateur, c'est un vrai plaisir de bosser avec lui, il est rapide, il est efficace, et il a ce côté petite patte de comics américain que j'aime beaucoup. Cette époque un peu de Top Cow, pas genre Witchblade, mais plus ce côté avant comme comment c'est, Wildcats. Je sais pas si tu connaissais cette BD, Fred. Non. L'époque de Jim Lee de Marvel, donc toute cette époque de Wolverine, Cyclops, l'équipe bleue, l'équipe Gold. Bref, un très fin 90 que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on retrouve nos personnages et puis ce qui se passe. Donc non seulement pour nous c'est amusant, mais je pense que quelques années plus tard, là on continue, notre but c'est d'imprimer. Et donc quelques années plus tard, voilà, on aura chacun une BD en fait de nos aventures de jeux de rôle qu'on aura créé. Bah écoute, je te propose que l'on se quitte sur un morceau de continuons, The OCs, qu'on aime bien ce groupe. On se quitte sur Dead Man's Gun. Je te dis à bientôt, et puis bonne journée, bonne soirée à nos éditeurs.